On reprend avec le chapitre 1, intitulé Introduction à la neuroimmunologie. Nous avons vu l'influence de l'hypothalamus dans la première partie qui traite les bases neuroanatomiques. Donc, pour reprendre, nous allons voir en premier lieu les bases neuroanatomiques, ensuite les bases neurophysiologiques. Dans cette partie, on commence par une autre série d'expériences. Donc, ce qui est spectaculaire dans cette expérience, c'est que la lésion du cortex gauche, la lésion du cortex gauche chez l'animal, chez le rat, a provoqué une dépression de la réponse immunitaire cellulaire, sans pour autant toucher à la réponse immunitaire humorale. Pour reprendre les bases les bases fondamentales en immunologie, nous avons dit que il y a l'immunité non spécifique et l'immunité spécifique. L'immunité spécifique comporte l'immunité cellulaire et l'immunité humorale. Donc les deux types d'immunité revêtent une importance capitale lors de la défense immunitaire. Donc suite à la lésion du cortex gauche, il s'est avéré que seulement la réponse immunitaire cellulaire a été affectée. L'ablation du cortex, les zones dorsales et fronto-parieto-occipitales, lorsqu'on provoque la lésion de ces zones, et sans pour autant provoquer la lésion des striatomes juste en dessous. Chez des souris, c'est H3H1. Et chez ces animaux, on provoque une immunisation par la diéthylthiocarbamate de sodium. C'est un immunostimulant actif sur des hormones thymiques. Donc, les paramètres de l'immunité explorés sont le nombre de cellules T spléniques, de cellules B, et dosage des hormones thymiques notamment. Donc la lésion de ces zones du cortex, la zone dorsale, latérale et fronto-parieto-occipitale, entraîne une diminution de 60% des cellules, nombre de cellules T spléniques versus les témoins. Donc chez les témoins ou les contrôles plutôt, on a provoqué une immunostimulation par la diéthylthiocarbamate de sodium et sans pour autant les régions suscitées. Il y a eu peu de modifications du nombre de cellules B. Il y a eu une diminution significative du taux d'hormones thymiques. Lorsqu'on se concentre sur cette expérience, donc l'immunostimulant actif sur les hormones thymiques, il aurait produit une sécrétion de ces hormones thymiques. Donc la lésion des régions corticales, dorsales et fronto-parieto-occipitales a empêché l'augmentation c'est-à-dire empêcher l'augmentation du taux d'hormones thymiques. On croyait que l'immunisation ou l'immunostimulation, elle passe directement par voie systémique vers le thymus. Mais en réalité, suite à cette expérience, on peut déduire qu'avant de provoquer la stimulation des hormones thymiques, le message doit être afférent au niveau du cortex également, au niveau des zones dorsales, latérales et frontaux. Parieto-occipitale, avant de donner l'ordre au thymus de faire augmenter sa sécrétion en matière d'hormones thymiques. La décortication partielle inhibe partiellement l'action du diéthylthiocarbamate de sodium. C'est ce qu'on peut tirer comme conclusion principale.
Ces résultats furent confirmés d'une façon plus précise et plus spécifique au cours des expériences dans lesquelles on procédait à une ablation soit de cortex gauche, soit de cortex droit. Les secteurs de l'immunité explorés sont en premier lieu le poids de l'animal, le poids de la rate, le poids du thymus et le poids du foie. C'est des organes lymphoïdes, donc j'ai oublié l'autre fois de souligner le foie également. Il est important de souligner que dans le cadre d'expérimentation animale, que on mesure à chaque fois le poids de l'animal parce qu'on aura besoin de ce poids pour calculer le poids relatif. Parce qu'on doit toujours relativiser. On ne peut pas comparer, par exemple, 100 grammes, je ne sais pas, de poids de tel organe chez un animal qui pèse 100 kilos par rapport à 100 grammes de poids du même organe chez un animal qui pèse 200 kilos. On doit relativiser et trouver les écarts réels. Donc la diminution réelle du poids de l'organe en question. On a exploré également la numération leucocytaire, la numération des cellules spléniques T, c'est-à-dire les cellules de la rate, et les cellules T également, B et T également. On a testé l'activité de potentiel du système immunitaire en agissant par des mitogènes, notamment la phytohymagglutinin et la concavanine A. Donc, c'est des molécules réputées pour provoquer des divisions du système immunitaire. C'est des cellules mitogènes, donc qui provoquent des divisions et à travers l'injection de ces molécules, on peut déduire si le système immunitaire est actif ou si son potentiel est faible ou il est important. On mesure également l'activité N-killer. Donc, N-killer, nous avons rencontré ce type de cellules dans le chapitre qui traite des bases fondamentales de l'immunité. Nous avons souligné que ce type de cellules appartient à l'immunité innée. Donc, c'est des cellules naturelles killer très puissantes, c'est des cellules cytotoxiques, donc elles appartiennent exclusivement à la réponse immunitaire innée, donc c'est des cellules très puissantes, et à la différence des cellules cytotoxiques de l'immunité spécifique, donc ces cellules sont comparables aux cellules lymphocytes T CD8, cluster differentiation 8, ou autrement dit, cellules cytotoxiques, T cytotoxique ou CD8, ou lymphocytes T CD8. Donc, la comparaison entre les deux, c'est que le natural killer ne peut pas conserver la mémoire de l'antigène. Donc, c'est des cellules naturelles, une activité antivirale très importante. Et lorsqu'ils rencontrent la première fois un antigène, même si le même antigène, donc elles vont produire une réaction X, même s'ils rencontrent l'antigène pour une seconde fois, donc elles ne vont pas le reconnaître, elles n'ont pas de cellules mémoire, elles vont agir de la même manière. Et concernant les cellules CD8, au contraire, donc elles vont produire les cellules mémoire et lors de la seconde exposition, elles vont produire une réaction plus importante, plus vigoureuse et plus spécifique. La cellule CD8 nécessite une activation préalable. La cellule natural killer, elle agit spontanément. Allez. Revenons à notre expérience, les lésions de néocortex affectent les fonctions immunitaires cellulaires sans pour autant toucher à l'immunité humorale. De résultat important, ce résultat concerne un aspect très important, c'est la latéralisation hémisphérique de la réponse immunitaire. C'est-à-dire que le cortex gauche ou droit répondent de manière différente au type de la réponse immunitaire. Donc, dans ce cas, la réponse immunitaire
cellulaire, elle a été affectée, hein, d'une manière qui est tout à fait différente par rapport à la réponse humorale. Donc la réponse humorale n'a pas été affectée du tout. La lésion de l'hypothalamus antérieur, de l'hippocampe et de l'amygdale, donc nous avons rencontré ces molécules, l'hippocampe, l'amygdale, donc ils jouent un rôle par exemple dans la peur, l'anxiété, dans par exemple la gestion du stress. Donc c'est des noyaux gris, on peut le considérer comme étant des noyaux gris centraux qui jouent un rôle très important dans le comportement animal. Chez l'animal, chez le rat, Fischer 344, Roxman et Hall en 85, ont provoqué des lésions de ces organes, l'hypothalamus antérieur, l'hippocampe et l'amygdale, et ont analysé différents paramètres de l'immunité. Nombre de cellules spléniques, thymiques, réponse à la stimulation mitogénique des deux populations cellulaires, l'activité NK-killer, de l'inhibition de l'activité des macrophages. La lésion de l'hippocampe et de l'amygdale reste sans effet en augmente l'action de différents paramètres. La lésion de l'hippocampe, plutôt l'hippocampe et l'amygdale. Les lésions de l'hypothalamus antérieur sont essentiellement dépressives, ce qui apporte un argument supplémentaire en faveur de l'activité tantôt inhibitrice que facilitatrice du système nerveux sur les réponses immunitaires, renforçant ainsi l'idée d'une neuroimmunomodulation qui peut être positive ou négative selon le contexte abordé. Donc, compte tenu de ces données, la recherche d'un lien fonctionnel entre système nerveux central et système immunitaire se propose à travers deux hypothèses. La première est l'innervation des organes lymphoïdes et l'élaboration de neurotransmetteurs et neuropeptides qui amènent à envisager l'embryologie et l'origine neurologique du système immunitaire, et d'autre part, les sécrétions hormonales ou la neurophysiologie du système immunitaire. C'est ce qu'on va voir par la suite. Donc, dans le cadre des bases neuroanatomiques, nous allons voir l'innervation des organes lymphoïdes dans la prochaine séance. Et par la suite, nous avons abordé les bases neurophysiologiques. Donc, je vous remercie de votre attention.